Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Info TV. Alors, si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307 du bouquet Canal Sat. Alors, vous êtes bien à l'émission, à vous la parole. Surtout, ne bougez pas parce qu'aujourd'hui, on continue en politique comme la semaine dernière. C'est un politique aujourd'hui qui est connu depuis 2006 avec son parti, qui va nous le présenter aujourd'hui. Il est là pour nous parler de lui, de son parcours et notamment aussi de la politique ambiante qui règne au Cameroun. Sans plus tarder, nous allons prendre la première phase. Comme je vous disais d'entame, surtout restez sur place car aujourd'hui on va parler de politique et notamment de politique camerounaise dans ce landerneau quelque part un peu compliqué et peut-être assujetti face au multipartisme. Monsieur, comment on vous appelle, Samuel Bilon, bonsoir. Bonsoir Odine, merci de l'invitation. Bienvenue chez nous à Info Télévision. C'est toujours un plaisir de venir chez vous. C'est vrai que je fais votre plateau pour la première fois, mais ça a toujours été un plaisir d'être chez vous ici. Ok, merci. C'est aussi nous qui vous remercions. Alors aujourd'hui, on parle du mouvement réformateur. C'est votre parti, vous en êtes le président national. Oui, d'abord, avec votre permission, je vais faire un coucou à vos nombreux téléspectateurs. Je sais que vous êtes suivis aussi bien sur Facebook. Donc, bonsoir aux internautes et à tous vos nombreux téléspectateurs. Le mouvement réformateur, comme vous l'avez si bien dit, c'est un parti que nous avons créé en 2006, qui a été légalisé en 2007, qui a été en activité, on va dire, jusqu'en 2011, puisque les camarades m'avaient choisi pour être le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2011. Bon, malheureusement, la candidature ne va passer au niveau de l'ECAM. Après, nous avons pris un peu de temps de recul, nous avons pris le temps d'observer avec surtout la situation du changement constitutionnel qui a fait en sorte que le changement qui était attendu en 2011 avec la limitation des mandats à deux avec ce verrou, oui, parce que vous savez qu'avant il y avait un verrou de limitation de mandat qui a été levé par le parti au pouvoir et donc ça fait que du coup ça a changé effectivement l'attente de changement qui était dans la communauté nationale. Donc ça nous a donné aussi le prétexte d'observer un peu, voir comment les choses vont avancer. Et puis bon, nous avons décidé après le temps de réflexion de relancer nos activités en 2000, notamment en 2020, en mai 2020 notamment. En mai 2020, effectivement, on a eu quand même recours à quelques petites recherches. Mais aujourd'hui, on parle de Samuel Bilong, homme politique. Celui qui est à la télé aujourd'hui se pose la question à savoir qui est Samuel Bilong. Qui est Samuel Bilong? Samuel Bilong, je suis un Camerounais, j'ai 49 ans, qui est Samuel Bilong. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis ingénieur polytechnicien, je suis expert ferroviaire. C'est tout ça, Samuel Bilong. Et puis, bon, comme vous l'avez dit, je suis président du mouvement réformateur. Voilà, donc, pour en quelques mots, c'est un peu la présentation que je peux faire. Enfin, peut-être j'ajouterais que je suis quand même en politique. Depuis plusieurs années quand même. Hein. Depuis plusieurs années, oui. Ça va même au-delà de 2006 parce qu'en fait, je viens quand même à la politique étant même déjà à l'école polytechnique. Oui, je viens à la politique étant même déjà à l'école polytechnique. En fait, je décide de m'engager en politique quand même parce que, vous savez, c'est parfois un peu difficile de le dire, mais soit que on a eu une enfance un peu difficile, enfant de parents divorcés, et puis on voit un peu la difficulté, le quotidien, et puis après on se dit il ne faut plus que les gens vivent ce genre de situation. Et voilà, donc Donc ce qui vous lance en politique, peut-être c'est un projet social, familial. C'est quoi, qu'est-ce qui vous lance en politique? Pourquoi décidez-vous de créer ce parti? Quel a été l'impact? Qu'est-ce qui vous pousse à le créer? Non, enfin, la politique telle que je vous dis, en réalité, je viens à la politique à cause de ma maman. Paix à son âme aujourd'hui. Je viens à la politique à cause d'elle parce qu'effectivement, je vois comment est-ce que... Et pour elle et pour toutes les autres femmes comme elle qui
qui vivent parfois seuls, élever des enfants seuls, qui vivent en faisant un ou deux boulots par jour, en faisant plusieurs choses pour essayer de survivre. Donc vous voulez changer la donne avec... oui, donc je viens donc pour elle et pour des milliers, des centaines de milliers, des millions de femmes. Pas seulement de femmes, des hommes aussi, des hommes aussi qui ont quand même... de la semaine du 8 mars, merci de penser à nous. Les hommes aussi, bien entendu, des gens qui peuvent se sentir abandonnés parce qu'après, on se rend compte que, bon, des gens se débrouillent, font beaucoup d'efforts, mais ils n'ont pas de soutien. Donc, en fait, c'est ça qui m'amène en politique. Après, il y a une trajectoire, on rencontre des amis, on a des rencontres et en l'occurrence, je dois rendre honneur à un de mes amis, puis à son âme, Wilfried Belem, que j'ai connu quand j'étais à l'école polytechnique. Il était responsable, il était cadre au RDPC à l'époque. Il a, bon, au cours d'une rencontre fortuite comme ça, on a sympathisé et après, il m'a dit qu'il voulait que je le suive dans son parti politique. D'accord. Bon, donc, on a beaucoup échangé, il a fait des efforts pour que je m'engage vraiment, il m'a expliqué les choses, nous avons beaucoup discuté. Et le paradoxe, c'est que plus qu'il m'expliquait les choses, en fait, bon, comme je vous ai dit, j'avais déjà un engagement, mais je crois qu'il m'a aidé à comprendre vraiment la nécessité de s'engager. Mais paradoxalement, plus qu'il m'expliquait les choses, plus je me rendais compte que c'est pas dans son parti qu'on pouvait que c'est pas dans son parti qu'on pouvait atteindre. Vous le dites à la télé comme ça. Voilà. Non, personnellement, vraiment, mais c'est ça la vérité. Donc ça fait que c'est pour ça que je ne suis pas parti là-bas. Parce que si vous voulez effectivement que je le suive dans son parti, c'est pour ça que finalement je l'ai pas suivi et que donc après j'ai eu cette démarche là qui s'est cristallisée au moment où je me déplace quand même après l'école polytechnique. Je sors pour la première fois du pays, j'arrive en Tunisie et je vois comment je découvre pour la première fois les autoroutes. Oui, je découvre pour la première fois les autoroutes. Évidemment, nous n'en avons pas ici au pays. Je découvre pour la première fois les autoroutes. Je vois les tramways. Je vois comment le pays est organisé. On réalise que ces gens-là qui font tout ça, ils n'ont même pas toute la richesse que nous avons. Ils n'ont que le phosphore et tout ça. Ils ont développé le tourisme. Après, je me dis, mais attends, c'est pas possible. Pourquoi nous ne pouvons pas faire tout ce que les autres font? Et donc, en fait, c'est à partir de ce moment-là que je prends effectivement la décision. Là, nous sommes en 2001-2002. Et puis, je prends la décision. Vous voyez, presque 4 ans après, bon, nous avons créé le parti. Et pour la petite histoire, nous avions voulu commencer par une association que nous avons dénommée Cercle de réflexion et d'action. Et nous avons envoyé les papiers de légalisation de l'association ici à la préfecture du Mfunzi. Si je ne me trompe pas, à l'époque, c'est l'actuel MINDEF qui devait être préfet à l'époque. Il a rejeté notre demande et en rejetant, il a dit que non, cette association a un caractère politique. Alors, nous n'avons pas compris. Et puis nous avons dit aux amis, nous nous sommes dit, ok, bon, puisqu'il dit qu'on fait la politique, autant créer un parti politique. Donc c'est comme ça qu'on crée le mouvement réformateur en réalité. Ok. Alors on sait qu'en 2011, votre candidature a été rejetée. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, elle a été rejetée. Je crois que j'ai pas envie de revenir sur tous ces détails, mais la vérité c'est que, bon, j'ai pas envie de... Vous savez, on ne conduit pas avec les yeux constamment sur le rétroviseur. Elle a été rejetée parce que, bon, il est quand même estimé qu'il y avait un certain nombre de pièces qui n'étaient pas dans le dossier. Bon, des pièces que nous avions, bon. Après, la vérité aussi, c'est que, comme je l'ai souvent dit, c'était en réalité une candidature de témoignage. Parce que nous avons créé le parti en 2006, beaucoup de nos concitoyens ne connaissaient pas le parti. Donc c'était en réalité pour nous le prétexte de faire connaître le parti, parce que vous savez, l'élection présidentielle, c'est un moment particulier de communication politique. Donc après, bon, ça n'a pas marché, et puis donc du coup, c'est pas grave. On s'est dit, on va laisser passer le tour, on va voir, et puis certainement on va revenir. Alors, vous dites, vous placez l'humain au centre de votre action publique, indépendamment justement des caractéristiques religieuses. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que l'homme est au centre de tout. Et que nous ne faisons pas au mouvement réformateur de distinction par rapport à la religion. Bon,
mais vous êtes même resté seulement à la religion. Nous ne faisons pas de distinction par rapport à la race, à la tribu, à tous les clivages. Nous disons au mouvement réformateur que notre ambition, c'est de créer un grand parti politique au-delà des clivages. Au-delà des clivages générationnels, ça veut dire qu'au mouvement réformateur, nous recevons tout le monde. D'ailleurs, au mouvement réformateur, on adhère au mouvement réformateur, on peut adhérer au mouvement réformateur à partir de 15 ans. Parce que la jeunesse, la jeunesse de notre parti, c'est de 15 à 24 ans. Ok? Nous estimons qu'à partir de 25 ans, on est plus jeune. Donc, bon, c'est vrai que chez nous ici, on va vous dire qu'il y a des gens de 77 ans qui sont jeunes, mais pour nous, nous estimons qu'à partir de 25 ans, on est plus jeune. À partir de 25 ans, on est... Normalement, si les choses allaient comme elles devraient l'être, à 25 ans, on devrait pouvoir s'assumer déjà. Donc, voilà. Alors, quelle est l'idéologie de votre parti? Écoutez, nous sommes un mouvement réformateur, nous sommes le mouvement réformateur. Je crois que son nom dit tout. Ça veut dire, quand vous parlez d'idéologie, c'est peut-être pour nous situer un peu sur le circuit avec les terminologies que les gens utilisent souvent, gauche, droite et tout. En fait, en réalité, nous sommes un mouvement de centre. Vous êtes centriste? Oui, nous sommes un mouvement de centre, si on veut, de centre-gauche, parce que la situation du pays est telle qu'on est obligé d'être quand même un peu de faire un peu de la gauche, de faire un peu, de s'occuper des gens. Et c'est pour ça que dans notre pays, quand on dit qu'on va lancer un programme de 10 000 logements, on est content. Mais quand on se rend compte qu'après 10 ans, on ne peut même pas faire 1000 logements, on est très déçu. Voilà, donc je crois que nous sommes un mouvement, nous sommes le mouvement réformateur. Notre vocation première, c'est le bien-être de nos concitoyens. Et donc, tout ce que nous pouvons impulser comme réforme sur le plan social et institutionnel doit concourir au bien-être de nos concitoyens. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que ce que nous disons souvent au mouvement réformateur, c'est que la famille qui est à la base de tout, chaque famille doit avoir un toit. C'est ce que nous disons. Ça veut dire que voilà, c'est ça. Nous disons que on doit pouvoir trouver de l'emploi pour nos concitoyens. On doit pouvoir alléger les souffrances de nos concitoyens. Donc, nous impulsons, notre vocation, c'est d'impulser un certain nombre de réformes, autant sociales qu'institutionnelles, mais uniquement pour le bien-être de nos concitoyens. Alors, on sait que votre slogan, c'est unité, liberté, modernité. Aujourd'hui, on parle de modernité. Qu'apporteriez-vous comme modernité si jamais vous étiez porté à la tête du pays? Bon, écoutez, moi je vais prendre un exemple simple. Si vous avez lu notre manifeste, je crois que vous avez lu notre manifeste, vous savez, nous avons une situation difficile dans le pays. Une situation difficile notamment dans les régions anglophones. Et vous avez dit qu'est-ce qu'on apporterait comme modernité. La modernité, par exemple, pour une crise comme celle-là, au lieu de s'entretuer, c'est d'aller à un référendum d'autodétermination. C'est ça la modernité, c'est ce qu'on fait au Canada, c'est ce qu'on fait partout. National n'a pas servi à quelque chose? Non, vous voyez, tout récemment encore, nous avons perdu un sous-préfet et puis un maire. Bon, les gens ne peuvent pas dire que... Les gens s'amusent à dire non, ça n'a rien apporté. Ça n'a rien apporté. Donc, enfin, c'est pour rester sur votre question, pour dire qu'en fait, la modernité, c'est dans la manière de traiter les gens. Quand nous disons qu'on met l'humain au centre de tout, c'est pas j'ai suivi quelqu'un, j'ai suivi un célèbre prêtre qui faisait dans son homélie, qui disait que aujourd'hui on aime le matériel et on utilise les gens. En fait, c'est ça la situation aujourd'hui. Donc la modernité, c'est mettre l'humain au centre de notre action. C'est de s'assurer que chaque personne peut effectivement manger comme il se doit, se soigner normalement et gratuitement. Se soigner gratuitement, ça c'est la modernité. Et s'assurer que les enfants peuvent aller à l'école gratuitement jusqu'à 14 ans, ça c'est la modernité. Et s'assurer qu'on peut avoir des institutions qui fonctionnent normalement. On a une Assemblée nationale, je crois que là, l'Assemblée nationale va entrer en session de mars. Elle a commencé à débuter aujourd'hui. Oui, ils vont travailler pendant... normalement, c'est 1 mois, mais dans la réalité, ils vont travailler peut-être pendant 2 semaines. Après, ils vont revenir encore en juin, ils vont faire 2 semaines.
Après, ils vont revenir en novembre, ils vont faire 2 semaines parce qu'ils vont attendre que les projets de loi du gouvernement arrivent et tout ça comme ça. Ils vont faire 2 semaines. Et après, ils sont payés sur 12 mois, sur l'année. La modernité, par exemple, c'est de faire en sorte, dans ce cas, que le Parlement puisse fonctionner en plein temps. Que le Parlement puisse fonctionner au moins 9 mois sur l'année. Et que ça leur donne le temps de moderniser nos lois. Parce que là, aujourd'hui, on n'arrive pas à moderniser nos lois puisqu'on n'a pas le temps de travailler. La Constitution, que pensez-vous de cette proposition? C'est une proposition de qui? Réviser la Constitution. On révise la Constitution pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas seulement de réviser la Constitution, il faut savoir pourquoi on veut réviser la Constitution. On a déjà révisé la Constitution en 2008 en levant le verrou de la limitation du mandat présidentiel. Vous voyez d'où ça nous a mené? Ça nous a mené à la guerre. Ça nous a mené au désordre. Donc le problème, ce n'est pas de modifier la Constitution. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vous considérer comme un parti d'opposition? Bon, la vérité, c'est que je n'aime pas trop cette terminologie. Bon, on l'utilise. Mais nous avons vocation à travailler pour... Enfin, nous travaillons pour l'alternance en réalité. Si c'est ce qu'on appelle parti d'opposition, nous sommes un parti d'opposition. Nous pensons que ça doit respirer. C'est clair que ceux qui sont là sont un peu essoufflés et donc ça doit respirer, donc c'est tout à fait normal. Donc si être un parti progressiste, être un parti moderne, si être un parti qui travaille pour l'alternance, si c'est ça qu'on appelle parti d'opposition, oui, pourquoi pas. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle souvent des différences qui coexistent entre la gestion politique de l'Afrique de l'Ouest et la gestion politique d'Afrique centrale. Est-ce que vous voyez une certaine différence selon vos analyses personnelles? Bon, je pense que... notamment en parlant de démocratie. Oui, non, je pense que l'Afrique de l'Ouest est en avance sur nous. Je crois que la France... Bon, après, il y a quand même un recul ces derniers temps avec les coups d'État. Mais en réalité, quand on prend un pays comme le Ghana, quand on prend le Nigeria, parce qu'on les met dans l'Afrique de l'Ouest, quand on prend le Ghana, le Nigeria, quand on prend le Sénégal, sur le plan démocratique, ces pays sont nettement en avance par rapport à ce qui se passe chez nous. Bon, donc on a une situation difficile au Burkina Faso, on a une situation difficile au Mali, en l'occurrence, avec les coups d'État. Bon, mais je pense qu'effectivement il y a une différence. Et la différence, de mon point de vue, viendrait du fait que les peuples sont peut-être plus impliqués là-bas. Je crois que chez nous encore, bon, vous avez suivi peut-être qu'on va parler de ça, de l'affaire des enseignants avec... On va y arriver. Oui, mais vous avez vu, juste pour revenir, vous avez vu ce que les mototaximans ont fait à un moment donné. Ils ont essayé de s'opposer au mouvement de grève des enseignants. Bon. Donc, chez nous encore, on a des populations qu'on arrive à manipuler, à instrumentaliser. Et voilà. Donc, je pense que de ce point de vue, la vérité, c'est que en Afrique de l'Ouest, par rapport à l'Afrique centrale, nous sommes quand même légèrement en retard. Quand on regarde même la construction communautaire, vous voyez, bon, ça fonctionne mieux quand même là-bas. Ça veut dire que j'étais tout récemment, quand nous sommes allés installer le comité de la vallée du Ntem, nous sommes arrivés c'était le mois passé, nous sommes arrivés à Kiossi. La frontière avec la Guinée était fermée. La frontière avec la Guinée était fermée. Alors que le principe de la libre circulation est acquis. Oui, de la CEMAC. Au niveau de la CEMAC. Oui. Mais la frontière était fermée. Et personne ne disait rien. Ça veut dire qu'on ne dit rien à personne. Ce n'est pas, alors que c'est scandaleux qu'on arrive encore à fermer la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Bon, donc de ce point de vue, nous sommes, même dans la construction communautaire, nous sommes nettement en retard. Mais ça, je crois que c'est un peu à cause de notre pays, parce que notre pays devrait naturellement assumer le leadership au niveau de la CEMAC. Bon, lorsqu'on traîne et puis voilà, donc ça devient n'importe quoi, c'est ça. Alors, selon vous aujourd'hui, est-ce qu'on pourra avoir une coalition dans l'opposition? Bon, je crois, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas trop la terminologie, parce qu'il y a tout dans l'opposition aujourd'hui. On a aussi dans l'opposition aujourd'hui des gens qui sont dans des plateformes avec le pouvoir en place.
Parfois, c'est des plateformes déjà connues, on sait, voilà. Mais il y a d'autres, là, de manière insidieuse, qui collaborent nettement. Bon, donc, est-ce que, et qui pourrait avoir pour vocation de s'aimer la zizanie au sein des forces alternatives? Voilà. Donc, est-ce qu'on peut avoir une coalition? Oui, pourquoi pas? De toutes les façons, nous avons un système à un seul tour qui a vocation à obliger les uns et les autres à travailler aux coalitions. Si vous voyez, c'est un peu ça aux États-Unis avec la bipolarisation de la scène politique. Vous allez voir les républicains, les démocrates. Mais ce sont les États fédérés quand même. Oui, mais ce que je veux dire que globalement, ça veut dire que même en Grande-Bretagne, quand vous allez voir, ça veut dire qu'avec un système à un seul tour, la tendance, quand les gens sont vraiment sérieux, c'est qu'on arrive à avoir deux blocs. Parce que comme vous n'avez pas la possibilité de faire un premier tour, pour faire d'abord le tri, parce que quand vous avez un système à deux tours, le premier tour, c'est un tour où bon, chacun se présente pour faire le tri, et puis le deuxième tour, on fait les coalitions. Mais quand vous avez seulement un système à un seul tour, vous êtes obligé, si vous voulez vraiment travailler, de faire des coalitions avant d'arriver. Donc la vocation, notre système électoral aujourd'hui oblige un peu à ça, pour des gens qui veulent travailler. Malheureusement, si nous revenons même d'ailleurs en politique, si nous décidons de revenir il y a 2 ans, en mai 2020, comme je l'ai dit, c'est justement parce que nous nous sommes rendus compte qu'on tournait en rond au niveau on tournait un peu en rond au niveau du côté de ceux qui avaient vocation à construire l'alternance. Oui. Nous avons été, à titre personnel, mais aussi en parlant avec les camarades du bureau politique et les autres du parti, nous avons bien accueilli l'élection, le déroulement des élections en 2018. Je crois qu'après 2018, nous tous, nous avons eu espoir que, bon, parce qu'effectivement, on a vu que l'engouement était revenu, on a vu quand même que les uns et les autres avaient fait... Les jeunes se sont beaucoup plus intéressés à la politique. Les jeunes s'étaient intéressés notamment. Et puis, bon, on a vu qu'on avait quand même, quoi qu'on dise, un bon deuxième, un bon troisième. Donc, on s'attendait naturellement à ce que le deuxième et le troisième puissent faire une coalition pour préparer ce qui pourrait être appelé comme notre deuxième tour, les élections législatives. Il faut noter que le PCRN a parlé de parti de proposition et non de parti d'opposition. Bon, je sais pas. Bon, je crois que c'est une façon de parler parce que je crois qu'en principe, tous les partis font des propositions et puis voilà, donc c'est ça. Donc, en fait, on s'attend à ce que le deuxième et le troisième peut-être font une coalition pour mettre le premier en difficulté. Et donc, dans ce cas, nous serions naturellement entrés dans une telle coalition. Mais nous sommes un peu déçus de constater que les gens qui avaient suscité de l'espoir pendant l'élection présidentielle en 2018 se sont plus ou moins sabordés eux-mêmes. Et donc, bon, nous nous sommes dit, ok, bon, peut-être qu'il faut qu'on y aille. Et puis c'est comme ça qu'on décide de revenir. Voyez-vous quelqu'un à la tête de l'opposition, même peut-être vous, d'ici quelques années? Non, je pense que malheureusement, ceux qui auraient naturellement, c'est ce que j'essaie de vous dire là, ceux qui naturellement auraient pu être effectivement à la tête des forces alternatives, on a l'impression que par des choix stratégiques un peu incompréhensibles, on laissait un peu la place vide. Et donc nous travaillons pour arriver à ça. Je crois que tout ce que nous faisons depuis, comme travail sur le terrain, parce que nous sommes aujourd'hui quand même, depuis 2020, donc on est à moins de 2 ans, quand même, nous avons installé le parti dans plus de la moitié du pays. Nous avons quand même aujourd'hui... Et où se trouve le siège social? Le siège est ici à Yaoundé, à Imombo, pour être plus précisément. Donc, vous voyez que nous avons réussi déjà à installer le parti dans plus d'une trentaine de départements du pays. Nous sommes aujourd'hui dans tout le pays, à l'exception, on va dire, des régions anglophones. Avec la situation difficile, nous pensons qu'on ne peut pas faire de politique quand il y a la guerre. C'est un peu difficile. Mais la situation étant, je crois que nous n'allons pas résister pendant longtemps à la sollicitation de nos camarades du nord-ouest et du sud-ouest qui veulent qu'on parte aussi installer des comités là-bas. Donc, je crois que malgré la situation difficile, nous serons peut-être obligés dans quelques mois d'aller aussi installer des comités. Alors, comment faites-vous pour recourir à avoir des militants dans votre formation politique? Bon, écoutez, d'abord, je crois que les Camerounais comprennent
que le temps du changement est arrivé, je crois. Et comme vous l'avez si bien dit, depuis 2018, je crois que les gens sont revenus un peu à l'activité politique parce qu'après, il y avait quand même un désintérêt avec la situation difficile de 2008, avec les enfants qui ont été tués et tout ça là, avec la modification, on va dire, inconstitutionnelle de la Constitution, pour dire les choses un peu... voilà donc. Bon, je crois que les gens s'étaient un peu désintéressés de la chose politique, mais je crois que les gens sont en train de revenir. Et comment nous recrutons? Nous faisons la propagande comme toutes les... nous faisons la propagande. Et d'ailleurs, je pense que nous étions samedi ici à l'occasion de l'AG, de l'Assemblée Générale de nos camarades de Fondi. Nous avons lancé un appel que je réitère avec votre permission sur votre plateau. Après, il faut que les gens adhèrent dans les partis politiques. Parce qu'en fait, oui, il faut que les gens adhèrent aux partis politiques parce qu'en fait, je pense que c'est l'indifférence qui peut faire en sorte qu'on arrive à un certain nombre de situations. Vous comprenez? C'est l'indifférence qui peut faire qu'on arrive. Donc, les gens, adhérer à un parti politique, c'est pas être maquisard, en fait. Ah oui, parce que les gens prennent ça aussi comme si c'était quelque chose d'extra. La politique, comme je dis, ce n'est rien d'autre qu'avoir envie de changer la vie de ses concitoyens. Il n'y a rien d'autre. Donc, les gens ont une conception un peu bizarre de la politique. On pense qu'on arrive en politique, on doit tricher, on doit mentir, on doit peut-être aller, on doit... Non, c'est pas ça. On a toujours pensé que la politique c'était marginalisé, l'affaire de la démagogie. Non. Je pense que peut-être que ça, c'est la vieille politique. Si des gens qui ont... C'est vraiment la vieille politique. La politique, vraiment, c'est un sacrifice. Vous comprenez? Quand on s'engage en politique, ça veut dire qu'on accepte de faire un don de soi pour la communauté nationale. Et je disais encore samedi à nos camarades que le mouvement réformateur était une chance pour notre pays. Parce que vous voyez comment le pays est divisé. Vous voyez que la moindre étincelle, là, ça peut prendre. On parlait encore de Meuville avec la situation de la communauté Bamoun et tout ça. C'est difficile, la situation est difficile dans notre pays. Et donc, quand vous avez un mouvement comme le nôtre qui prône l'unité, qui prône la démocratie et qui prône la modernisation. Oui, tout ça. Vraiment, je crois que c'est une chance pour notre pays. Et donc, si vous n'avez pas un bloc de gens qui pensent positif, qui n'ont pas une vision positive de l'avenir du pays, et bon, ça ne va pas donner. Parce qu'aujourd'hui, on a à l'inverse, vous avez des gens qui entrent dans des clans, qui se mettent dans des bagarres. Vous voyez ce qui se passe dans la diaspora avec des gens qui bagarrent et tout ça. On a l'impression que non, la politique, ce n'est pas la guerre. Voilà. C'est des gens qui décident de faire don d'eux-mêmes pour la communauté. Et donc, comme je vous ai dit, nous sommes là parce que nous avons assez. Je ne veux pas dire que nous avons trop souffert. C'est parce que... nous avons effectivement souffert, mais vraiment, on s'engage en politique parce qu'on veut aider le pays, parce qu'on veut construire l'avenir du pays. Ce n'est pas pour autre chose. Construire l'avenir du pays, apporter une nouvelle dynamique. Alors, nous allons y revenir tout à l'heure, mais avant ça, vous allez prendre une petite pause avec Nadège Youguin qui vient avec la question des internautes. Alors, nous sommes de retour avec Nadège Youguin avec la question des internautes. Bonsoir Nadège. Bonsoir Odile. Et bienvenue. Merci. Alors, je te laisse le soin d'interroger à notre politicien du jour. Bonsoir Monsieur Samuel Villan. Bonsoir Nadège. Bienvenue chez nos chevaux. Merci. Comment vous allez? Bien. Et votre week-end?
Comment il s'annonce? Bon, il ne fait que commencer. Là, je voyais que je suis bien entouré. Là, je crois que on va non, je crois que tout se va bien. Il n'y a pas de souci. J'ai la chance d'être sur votre plateau. Je crois que tout se passe bien. Demain, on va avoir une séance de travail parce que nous avons une délégation de nos militants du Grand Nord qui viennent là. Nous allons avoir une séance de travail. Et puis bon, le samedi, dimanche, c'est comme d'habitude, quand nous sommes sur place, on va occulter, puis donc voilà, donc c'est ça. D'accord. C'est un week-end classique. D'accord. Vous allez vous prêter au jeu de questions fermées proposées par nos internautes. Répondre par oui ou par non. Et apprécier bien évidemment certaines questions. Ok. On peut avoir le joker? D'accord. Êtes-vous pour ou contre la gérance du président Paul Biya? Êtes-vous pour ou contre? Actuellement, contre, évidemment. Contre. Le Cameroun est-il modernisé? Non. Non. Le MR est-il représenté dans les dirigeants? Non, pas encore. Pas encore. Avez-vous un mentor ou un modèle de chef d'État? Mentor, modèle de chef d'État. Vous savez, tous les gens de mon âge ont pour mentor Nelson Mandela. Vous savez, moi j'ai été impressionné par Nelson Mandela. Je sais pas s'il y a des gens qui peuvent le faire. Ça veut dire que quand il devient président de la République, il a des problèmes avec une communauté dans son pays. J'oublie un peu le nom, mais je crois qu'il arrive quand même à faire en sorte que le leader de la communauté qui, je crois que c'est Boutelesi si je ne me trompe pas, qui s'oppose à lui, il fait de lui son ministre de l'Intérieur à peu près. Vous comprenez, c'est un peu comme si le président de la République aujourd'hui prenait, on va dire, un de ses opposants, comme on aime le terme, pour en faire un ministre de l'Intérieur ou bien de l'administration territoriale. Voilà. Donc ça veut dire que là, et ce qu'il a fait pour arriver à passer d'un pays divisé à un pays, on va dire, uni, avec en rejetant le sentiment de vengeance que certains Noirs pouvaient avoir en Afrique du Sud. Je crois que c'est évidemment un modèle, c'est un modèle. Que pensez-vous du président Paul Biya? Écoutez, le président Paul Biya, c'est toute une vie au service de notre pays. Vous comprenez? Donc, au mouvement réformateur, nous avons eu à lui rendre hommage à plusieurs reprises. Je pense que la nation, dans son ensemble, doit lui rendre hommage. Il a passé toute sa vie à servir. Ne serait-ce que parce que vous êtes là, c'est un sacrifice, un don de soi. Donner 60 ans de sa vie pour servir la nation, servir l'État, peu importe les résultats, c'est un sacrifice. Donc, nous lui rendons hommage, nous lui rendons d'autant plus hommage qu'aujourd'hui, bon, nous pensons qu'il est temps qu'il passe la main. D'accord. Quelle appréciation faites-vous de la transition du pouvoir de père en fils? Bon, ça n'a pas de sens en démocratie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens en démocratie. D'accord. Président national du MRE, comment voyez-vous le Cameroun sous l'ère Paul Biya? Bon, vous savez, il y a deux images qu'on peut prendre pour bien comprendre. Ça veut dire qu'on a, au début des années 90, nous avons eu une crise difficile qu'on a dite des villes mortes, avec les revendications pour le multipartisme et tout ça. Le président Biya, il a fait le tour du Cameroun. Il a fait le tour du Cameroun pour apaiser le pays. Il y a eu la tripartite qu'il a organisée pour apaiser le pays. Il y a une constitution qui a été adoptée, on va dire une constitution vraiment moderne, puisqu'elle consacrait sur le papier quand même une séparation de pouvoir avec un conseil constitutionnel qu'on avait mis, tout ça. Et
Donc, et après, vous avez ce qui s'est passé après, on va dire 2008-2011, avec la modification de la Constitution. Vous avez une situation difficile, vous avez une crise dans les régions anglophones aujourd'hui avec le président qui ne se déplace pas. Vous faites la comparaison avec le président qui a fait le tour du pays pour éteindre le feu. Et aujourd'hui, le président qui ne se déplace pas avec la situation qui se dégrade de jour en jour dans la zone anglophone. Après, vous avez... Donc, non, je pense que... vous savez, c'est l'histoire qui va le juger en fait. Mais a priori, on peut dire qu'il y a un avant 2008 et un après 2008 en réalité. Je crois que donc c'est un peu biaisé. Y a-t-il une opposition politique véritable au Cameroun? Opposition politique véritable? Non, je crois qu'elle est en construction. C'est le travail que nous faisons. Je crois que si c'était le cas, nous ne serions pas sur le terrain en train de travailler. Je crois que nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait un bloc alternatif fort qui puisse effectivement s'opposer ou bien voilà, faire une compétition de manière honorable avec les conservateurs. Quel a été votre rapport dans le cessez de crise dans le Nozo? Bon, d'abord, la crise dans le Nozo, elle perdure, il n'y a pas eu de cessez-le-feu, mais je pense que nous avons, ça fait partie des éléments qui nous amènent à faire un retour sur la scène politique. Et je crois que nous l'avons concrétisé l'année passée en rédigeant un manifeste en faisant des propositions concrètes et modernes pour qu'on puisse avoir le cessez-le-feu et qu'on ait la paix dans les régions anglophones. Et en l'occurrence, nous avons sollicité, dans le cadre de notre manifeste, nous avons sollicité du président Biya qui met sur pied un gouvernement d'union nationale qui effectivement doit proclamer le cessez-le-feu. Un gouvernement d'union nationale, pourquoi pas? Tout simplement parce que le pays en ce moment, il est divisé. Il est divisé et c'est difficile. Il y a une partie du pays qui ne fait pas confiance à ceux qui sont là aujourd'hui. Et donc, si on veut quand même résoudre un certain nombre de problèmes qui s'opposent à la nation, il faut essayer de recréer la confiance. Le gouvernement d'union nationale a vocation à recréer la confiance entre l'institution et le peuple. Et faire en sorte que ceux qui aujourd'hui sont sont complètement sortis de la République, même en prenant les armes, c'est pour leur donner la possibilité de revenir et qu'on dialogue normalement. Donc nous avons pensé qu'effectivement, une telle solution pouvait faire en sorte qu'on avance sur un certain nombre de dossiers. Il y a évidemment la crise dans les régions anglophones, mais il y a aussi une autre crise qui se profile à l'horizon. Ça veut dire que le passage de témoin entre le président Biya et celui qui va venir après, c'est quelque chose qui est difficile. Si on ne gère pas ça très bien, c'est quelque chose qui peut enflammer totalement le pays. Pensez-vous que l'ONU joue pleinement son rôle dans la guerre en Ukraine? Bon, je crois que l'ONU, de toutes les façons, n'a pas joué son rôle en Côte d'Ivoire, puisque à un moment donné, je crois que l'ONU a été partie prenante. L'ONU n'a pas joué son rôle en Libye. Bon, l'ONU est aujourd'hui totalement impuissante avec. Je crois qu'il faut arriver à réformer l'ONU, parce qu'effectivement, je crois que l'ONU est à bout de souffle aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui, les Occidentaux, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Afrique, comme j'ai dit, en Côte d'Ivoire et en Libye, les gens chacun fait ce qu'il veut, et du coup, ça donne la force à Poutine de faire aussi ce qu'il veut en Ukraine. Donc, mais qu'est-ce que l'ONU? L'ONU n'a pas de force. L'ONU est impuissante. Si vous étiez président, quelles seraient les actions effectuées pour redynamiser notre nation? Bon, d'abord, je pense que la première chose, comme j'ai dit, c'est de ramener la confiance. Je crois que c'est ramener la confiance. Je crois que la situation s'est grandement dégradée aujourd'hui. Vous voyez, vous voyez la situation des enseignants, par exemple, ça c'est un exemple. Mais vous pouvez voir, regardez la situation de la crise dans les régions anglophones. Complètement. Donc, tout ça, c'est des problèmes de confiance. Donc, je crois que la première chose, c'est de ramener la confiance. Et il faut donc recréer le lien entre la nation, entre les populations et les institutions.
Aujourd'hui, ceux qui sont là ne peuvent pas le faire. Quand on vous dit que même pendant que les gens se bagarrent parce que les gens essayent de fuir une pandémie comme le Covid et tout ça comme ça, on vous dit que les gens réussissent quand même à faire partir, on parlait de quoi, de 180 milliards et tout ça comme ça. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi, les gens font n'importe quoi. Donc il n'y a pas la confiance. La première chose, c'est de ramener la confiance. Après, je pense que nous avons un pays qui est formidable en termes de ressources. Que ce soit des ressources humaines, que la ressource humaine, que ce soit les ressources naturelles ou bien, voilà. Donc je crois que nous avons un pays formidable. Et j'ai parlé tout à l'heure d'un pays comme la Tunisie où on va dire que mon engagement s'est cristallisé. À l'époque, quand on était là-bas, les amis tunisiens nous disaient que non, nous on n'a que le phosphore ici. Mais nous avons tout. Ils disaient qu'ils n'avaient que le phosphore. Ils ont réussi à construire leur pays. Nous avons tout, on n'arrive à rien faire. Vous voyez la route Yaoundé-Timalin, 10 ans, on n'a rien fait. Vous croyez que c'est l'argent qui manque? Donc les gens sont dans un système, en réalité, on parle de, vous voyez l'autoroute? L'autoroute devait être achevée normalement avant la Cannes. Où est-ce que nous en sommes? Donc la vérité c'est que aujourd'hui nous sommes dans un système où chacun essaie d'avoir de tirer profit du système qui est à bout de souffle, voilà, et donc les choses sont là. Donc je pense que ce n'est pas compliqué. Si on ramène la confiance entre les populations et les institutions, et qu'on décide effectivement de se mettre au travail, bon, on modernise le pays en très peu de temps. D'accord. Et puis pour sortir, il se dit que vous accusez le pouvoir en place de maintenir séparé le Grand Sud du Grand Nord. Que dites-vous à ce sujet? Ah, oui, je vois que vous avez fait beaucoup de recherches. Je crois qu'effectivement, dans un de mes discours l'année dernière, quand j'étais notamment à Ngaoundéré, oui, je l'ai dit, et puis je crois que c'est factuel. Vous croyez que c'est normal qu'on fasse une demi-journée pour partir de Ngaoundéré à Yaoundé? C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a une route qu'on devait faire entre, ça veut dire qu'en passant par les Bachinga et tout ça pour arriver à Tibati et tout ça pour arriver à Ngaoundéré. C'est une route, c'est un projet qui date de plus de 20 ans. C'est un projet qui date de plus de... On doit normalement avoir une autoroute qu'on peut appeler autoroute du Nord entre le Sud, donc on va dire le Grand Sud et le Grand Nord. Permettre à ce que peut-être en 3 heures les gens puissent arriver. Donc si vous ne faites pas ça, mais ça veut dire que vous ne voulez pas que les gens vivent ensemble en réalité, parce que les infrastructures sont là pour faciliter l'intégration. Et quand vous arrivez là-bas, vous avez l'impression que c'est un autre pays. Voilà, donc je crois que c'est ça. Samuel Bilon, merci d'avoir répondu aux questions proposées par nos internautes. Merci madame. Merci Nadège d'être passé. Bonne soirée. On vous dit bon week-end. Bon week-end. Sans plus tarder, nous allons prendre la prochaine transition. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de À vous la parole, toujours avec M. Samuel Bilon. Alors, M. Samuel Bilon, aujourd'hui, on parle d'opposition, on parle de parti réformateur. Quel est l'apport que vous apporteriez peut-être dans le volet économique au Cameroun? Vous savez, la situation de notre pays n'est pas compliquée à corriger, vous comprenez? La situation économique du pays aujourd'hui, ça veut dire que si on veut être factuel, la situation économique du pays aujourd'hui, et il faut que les gens le sachent, est fortement impactée par la guerre qui se vit dans les régions anglophones. C'est vrai qu'on va parler de la pandémie, mais je crois que pour nous, le véritable drame aujourd'hui, c'est la difficulté que les populations vivent dans les régions anglophones avec une baisse de production dans ces zones. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez... c'est sûr, vous allez au marché, vous voyez la flambée des prix, vous avez le problème de flambée de prix. Bon, c'est une conséquence de cette situation. Vous avez aujourd'hui une augmentation de l'inflation. C'est une conséquence de cette situation. Vous avez aujourd'hui
une situation où le pouvoir d'achat de nos concitoyens est devenu très faible parce que nous avons des très bas salaires. Je ne sais pas comment on pense qu'on peut développer un pays avec ce tel niveau de salaire. Vous savez, juste pour prendre un exemple, dans notre fonction publique encore aujourd'hui, nous avons des gens qui gagnent moins de 50 000 francs dans la fonction publique. Alors que quand vous regardez à côté d'un pays comme le Rwanda ou la Zambie, vous allez voir qu'il y a là-bas des gens, les bas salaires là-bas, les plus petits salaires là-bas, c'est plus de 170 000 francs. Donc, comment est-ce que vous voulez développer le pays avec un faible pouvoir d'achat de nos concitoyens? Ce n'est pas possible. Mais quelles sont justement les solutions que vous proposez? Oui, mais la solution, la première, c'est ça que je dis que, écoutez, la première solution, d'abord aujourd'hui, c'est de renforcer le pouvoir d'achat de nos concitoyens. On a de renforcer l'offre énergétique. Vous comprenez, on a aujourd'hui, vous ne pouvez pas industrialiser le pays si vous n'avez pas de l'énergie. Or, si vous regardez la situation énergétique du pays aujourd'hui, c'est quoi? On a fait beaucoup de barrages. Natigal, Menveleux et tout ça, pour avoir quelle production. Avant, il y a eu beaucoup, on a annoncé à peu près, pour je crois ces 4 gros barrages là, on a annoncé à peu près une production de l'ordre de 700 mégawatts. À l'arrivée aujourd'hui, nous on n'a même pas 100 mégawatts. À côté de ça, vous avez quand même des anciens barrages comme Lagdo et Sandoulou, qui ne fonctionnent même pas à la moitié de leur capacité à cause des problèmes de maintenance principalement. Ok? Bon, j'ai suivi le gouvernement avec un peu de mauvaise foi quand même dit que la situation est due au fait qu'il y a une crise mondiale de l'hydrologie, comme s'il y avait les délestages dans tout le pays. Donc ça veut dire que il faut évidemment industrialiser le pays, mais vous ne pouvez pas industrialiser le pays si vous n'avez pas une bonne capacité énergétique. Vous comprenez? Donc il y a ça. Bon, il y a évidemment, nous avons un gros problème. Je dis ça comme ça, nous avons un gros problème. Ça veut dire que moi je suis ingénieur de génie civil. Il y a eu des générations d'ingénieurs polytechniciens bien avant moi. Dans notre pays, il y a des gens qui se sont formés à l'extérieur, qui sont dans notre pays. Mais vous croyez qu'aujourd'hui, quand il faut construire les stades, on va prendre des entreprises à l'étranger. On va prendre des entreprises à l'étranger. Ça veut dire qu'on n'encourage pas l'entrepreneuriat local. Donc il y a des éléments comme ça qui font qu'effectivement, nous sommes dans un cercle vicieux où on pense qu'on s'endette. On vit aujourd'hui, ça veut dire que tous les projets là, on s'endette. On vient, on pense qu'on va développer le pays avec les dettes. On ne peut pas développer le pays avec les dettes. Ça veut dire que vous-même, dans votre propre ménage, si vous passez le temps à prendre les dettes, il faut travailler avec vos moyens. Alors, nous allons prendre les premiers messages. Monsieur Samuel Bulong, quelle garantie donnez-vous à un jeune qui voudrait adhérer à votre projet, mais qui a les craintes que votre parti est à la recherche du positionnement? Bon, d'abord, comme j'ai dit, personne n'a à avoir de crainte. Je pense que nous, on a la chance, dès que nous avons mis sur pied notre parti, nous avons mis en ligne nos statuts, le règlement intérieur du parti, notre charte, nous avons une idée réformatrice. Ça veut dire que si vous regardez très bien comment notre parti est organisé, vous allez vous rendre compte que c'est un parti fondamentalement démocratique. Donc on n'a pas ce type de problème. Ça veut dire que demain, si je sors de la ligne du parti, les camarades ont la possibilité de me débarquer. Donc il n'y a même pas. Donc je crois qu'il n'y a pas, il ne devrait pas avoir ce type de crainte. Après, bon, je pense que quand on vient en politique, on vient, c'est ce que je dis souvent aux gens, ça veut dire que certes on vient, comme je l'ai dit, parce que on vient pour aider la nation à avancer, aider le pays à se développer. Après, on vient aussi quand même avec, comme pour cet internaute qui a posé la question, on vient quand même aussi parce que, personnellement, on pense qu'on a quelque chose à donner à son pays.
Donc, quand on vient pas seulement parce que les autres. Je crois qu'on a un peu habitué ça aux jeunes. Ceux qui sont en face ont un peu habitué ça aux jeunes. On les fait marcher, on les chosifie un peu et tout ça. Non. Donc, ça veut dire que nous, nous voulons des militants responsables qui viennent et qui disent que, ok, si le président. Vous n'êtes pas pour les revendications déjà dans la rue. Vous êtes pour quoi exactement? Non, la revendication, je n'ai jamais dit que j'étais pas pour la revendication dans la rue. C'est le droit de grève, les marches, toutes ces manifestations-là sont permis par notre Constitution. Parce que nous avons une Constitution démocratique. Ça veut dire que, bon, aujourd'hui, il y a parfois l'administration parfois fait un peu de zèle et abuse un peu des pouvoirs. Mais normalement, on peut manifester. Les enseignants qui agissent là aujourd'hui, qui grèvent là aujourd'hui, c'est quelque chose de normal. D'ailleurs, c'est quelque chose de bien parce que la démocratie, c'est pas seulement une élection présidentielle tous les 7 ans ou une élection ou les élections locales tous les 5 ans. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'on vient, on vote le président, on attend, on passe s'asseoir chez soi, 7 ans après, on revient le voter. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est aussi les manifestations sociales. Ça veut dire que il faut avoir un dialogue permanent entre les populations et les institutions. Et c'est pour ça que, par exemple, nous demandons au gouvernement, lorsqu'il y a des manifestations, lorsqu'il y a des grèves comme celle des enseignants, c'est d'être serein et de dialoguer sereinement. Et de trouver des solutions, parce qu'ils sont là pour trouver les solutions, ils ne sont pas là pour autre chose. D'accord. Voilà. Nous allons prendre une autre question. À la question, je ne sais pas pour les autres partis politiques, mais le temps du changement est arrivé. Le mouvement réformateur œuvre pour une alternance pacifique en dénonçant des problèmes réels, en apportant des solutions efficaces. C'est moi, Joseph Christian, depuis Tchitchi Garage. C'est peut-être un de vos militants, peut-être. Moi, Joseph, depuis Tchitchi Garage. Oui, je crois que c'est effectivement un militant. Voilà, on va lire le message. Bonsoir et merci pour l'émission. J'ai une question pour notre invité. Est-ce que le MR a une quelconque alliance avec le parti au pouvoir? Quelle est la relation avec les partis d'opposition? Adamo de Garoua. Non, nous n'avons pas de relation avec le parti au pouvoir. Nous n'avons même pas vocation à avoir de relation avec le parti au pouvoir parce que nous sommes là pour les remplacer. Donc nous n'avons pas de relation. Sinon que, bon, nous pouvons avoir une relation institutionnelle. Ça veut dire qu'entre partis, parce que je dis ça comme ça, je peux écrire au ministre de l'administration territoriale pour me plaindre d'une chose, je peux écrire au premier ministre, je peux écrire au président. Bon, si c'est ça qu'on peut appeler, voilà, c'est ce type de relation. Parce que, bon, lorsqu'il y a un problème, la solution, c'est pas forcément d'aller à la rue. Ça veut dire qu'on peut saisir les autorités par note et tout ça, appeler leur attention pour telle ou telle solution. Donc, on peut faire ce genre de... Mais nous n'avons pas vocation à avoir une alliance avec le parti au pouvoir parce que nous sommes là pour les remplacer. Voilà, donc c'est ça. Nous sommes là pour les remplacer. Okay. Bon, avec les autres partis, comme je vous ai dit, naturellement, on devrait arriver. C'est parce que je vous ai dit que nous avons un système électoral qui nous permet de construire des coalitions dont nous avons vocation à collaborer, mais pas avec n'importe qui, parce qu'il y a des gens, c'est parfois un foutu. Vous avez des gens, je vois malheureusement certains qui se perdent, parce que vous voyez des gens, ils sont partout, ils sont à gauche, ils sont à droite et tout ça. Bon, je crois qu'après, ça perd même les militants. Donc je crois qu'il faut avoir une direction claire, et voilà. Nous allons lire un message. Bonsoir à vous, la parole. L'opposition doit faire une coalition pour combattre ce régime qui tue le Cameroun, un pays riche. Bonne émission, un gagnant Loïc depuis Fumban. Je suis d'accord. Il faut faire une coalition, mais il faut faire une coalition qui va aller jusqu'au bout. Donc, ça veut dire que, d'abord, il ne faut pas faire une coalition des chefs seulement. Oui, parce que malheureusement, c'est ce que nous avons constaté. C'est pour ça que nous sommes depuis 2 ans sur le terrain en train d'installer le parti sur l'ensemble du territoire. Parce que parfois, bon, vous avez des gens, ils s'asseyent, ils font des coalitions, mais en fait, derrière, il n'y a rien derrière. Donc, nous pensons que nous avons encore cette année pour structurer le parti, installer le parti dans toutes les régions du pays, dans tous les départements du pays, dans tous les arrondissements du pays. Ça, c'est ce que nous souhaitons vraiment. Et après, bon, nous allons voir
les gens qui veulent vraiment que ça change, pourquoi pas, on va s'asseoir et puis on va discuter. On va prendre notre message. Beaucoup pensent que les partis d'opposition sont en concubinage incestueux avec le régime en place. Si on vous proposait un poste ministériel, allez-vous accepter? Bon, d'abord, concubinage incestueux, je crois que c'est un peu dégradant. Je crois qu'il ne faut pas insulter. D'abord parce qu'il faut quand même rappeler aux gens que le parti politique, c'est un projet. OK? Comme il peut y avoir aussi des projets sur le plan économique, ça veut dire qu'il y a des gens qui créent des entreprises. OK? Il y a des gens qui se mettent ensemble, comme il peut y avoir des projets sur le plan culturel, il y a des associations culturelles et tout ça. Le parti politique, c'est d'abord un projet. Et puis, c'est le projet d'un groupe. Bon, donc, cette manière d'avoir toujours une connotation négative et tout ça, donc je crois que non. Non, là, disons que tout dépend du cadre. Si on vous proposait un poste ministériel... C'est la réponse que je fais. Je crois que tout dépend du cadre. D'abord, nous avons demandé un gouvernement d'union nationale, mais le gouvernement d'union nationale, c'est pas seulement un gouvernement c'est pas forcément un gouvernement des partis politiques, hein. Parce que après il faut aller, parce que quand on dit gouvernement d'union nationale, certaines personnes pensent que non, c'est les partis politiques qui peuvent s'asseoir. Non, un gouvernement d'union nationale, ça peut être un gouvernement de technocrates, ok, mais des gens quand même qui viennent de tous les bords, ok, et qui quelque part peuvent avoir le soutien de l'ensemble de la population, ok. Ça peut être un choix. Après, on peut aussi prendre une autre formule où on prend des responsables politiques et tout ça comme ça. Et puis, donc, c'est ça. Bon, donc, ça dépend du cadre. Si c'est dans le cadre, si c'est dans ce type de cadre, ok, où tout l'ensemble du pays se met ensemble, vraiment sans frontières, sans aucune limite. Évidemment. Mais si c'est une affaire où on t'appelle derrière là pour... Non, moi je suis... Nous ne sommes pas preneurs. Bon, si c'est un gouvernement d'union nationale qui a vocation à arranger la situation du pays, à préparer les élections normalement, à apaiser le pays, apaiser notamment le pays dans les régions anglophones et tout ça, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, nous allons souffler un peu avec justement cette phase où on vous présente des images et puis vous donnez votre avis, notamment concernant les personnages qui vont être présentés. Sans plus tarder, on va prendre la première image. Célestin Bédigui, le président national du PAL. Oui, Il était un des premiers instigateurs de la tripartite, par exemple. Oui, je sais que enfin, je crois qu'on connaît très bien le président Bédigui sur la scène avec effectivement son implication au niveau de la tripartite. Je crois que nous étions très jeunes à l'époque. Bon, après, je crois que je le salue tout simplement. Je crois que je n'ai pas de commentaire particulier. Vous n'avez rien à dire sur Bédigui, qui était un combattant du multipartisme au départ? Oui, il a combattu le multipartisme au départ, c'est ce que je dis. Je dis qu'évidemment, on peut saluer cette action. D'ailleurs, j'ai dit qu'à un moment donné, le multipartisme, c'est quelque chose qui... je veux dire, pardon, la tripartite, pardon. La tripartite, c'est quelque chose qui a réussi à apaiser le pays. Et donc, tous ceux qui ont contribué à ça sont à saluer. OK? Après, maintenant, c'est autre chose. D'accord. Alors, on va passer à l'image suivante. Mugabe, Robert Mugabe. Oui, le président. Oui, écoutez, je pense que. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi cette image, mais je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup été respecté dans son pays, et même au-delà, puisqu'il a été un combattant de la libération de son pays. Mais je crois que on ne souhaite pas sa fin à quelqu'un. Oui. Ok. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi cette image, mais je crois que malheureusement la fin n'est pas. Voilà, c'est ça. Mais on peut garder aussi les bons moments. Alors on va prendre l'image suivante. Voilà, c'est Chinua Achebe, l'écrivain. Celui qui écrit le livre célèbre Le monde s'effondre. Et puis le livre Le démagogue, c'est un Nigérian très célèbre qui justement a marqué sa plume dans toute l'Afrique et même le monde entier. Donc moi je crois qu'il n'y a rien de... Vous savez, les écrivains, les chanteurs, les artistes, de façon générale,
pour moi, je les considère comme des petits dieux parce que la création, c'est ça la création, parce que Dieu, c'est la création. Voilà, ouais. donc c'est ça. Donc, je crois qu'évidemment, on ne peut que saluer. Ouais, il était très célèbre, justement. Il parlait beaucoup de politique dans ses ouvrages, en fait. Il parlait de la politique africaine, notamment. Et il parlait même de cette politique qui se déroule aujourd'hui, qui se passe. C'était un visionnaire, comme on le dit souvent au Nigeria. Oui, mais je pense que bon, la vision, c'est il faut aimer les gens, en fait. Parce que quand vous aimez les gens, vous arrivez à voir très loin. Je crois que parfois, je dis souvent aux camarades et aux amis, quand vous regardez, par exemple, tout ce que nous avons fait comme production en 2006, au moment de la mise sur pied du plan. Vous voyez qu'aujourd'hui, tout ça est d'actualité. Donc, parce que on fait des choses sans calcul, on fait des choses avec, on va dire, avec amour, avec passion. Donc, voilà, donc je crois que c'est ça. Alors, nous allons prendre l'image suivante. Simone de Beauvoir. Bon, j'entends parler... Une féministe, c'était la concubine de Jean-Paul Sartre, justement, qui était l'une des profondeurs du féminisme dans le monde, et qui écrit même un livre très célèbre sur la vieillesse, par exemple. Oui, mais ce que je voulais dire, effectivement, c'est qu'elle est effectivement connue dans son pays, on va dire, à travers le monde aujourd'hui, pour son combat pour le féminisme. Oui, effectivement, bon, le droit de vote. Oui, voilà. Donc maintenant, après, je ne sais pas si aujourd'hui, les gens ne sont pas en train de dévoyer son combat. Ouais, je crois que c'est ça. Là, aujourd'hui, on voit quand même des femmes qui sont plus libres. Il y a, par exemple, les 30% au Cameroun, à l'Assemblée nationale. Il y a des femmes aujourd'hui entrepreneurs, il y a des femmes qui s'expriment, il y a des femmes qui vont voter. Je crois quand même que Simone de Beauvoir fait partie de ces femmes qui, justement, ont mis la face de la femme et porté le flambeau, justement, du féminisme dans le monde. Oui, je crois que c'est bien. Et ça, on doit saluer. Ça sont des progrès. Ouais. C'est des progrès à saluer. Ce que j'essaie de dire, c'est que il y a beaucoup de femmes qu'on ne voit pas. Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui ne voient pas. On ne voit pas la Bayam Selam. Vous voyez, vous n'avez pas cité de Bayam Selam. On ne voit pas de Bayam Selam. On ne voit pas les femmes qui sont qui sont au foyer. On ne voit pas. Mais tout ça, ce sont des femmes qui, chacune à son niveau, contribuent au développement des pays et on va dire même du monde. Allez, on prend une autre image. François Mitterrand. Bon, mais vous n'avez pas beaucoup pris des images du pays, là. Vous sortez toujours le pays. Je crois que moi, il est célèbre quand même par, on va dire quoi? T'es socialiste, tonton, très... Oui, je vois. Très réformiste aussi, un peu comme vous. Mais je vois surtout le temps qu'il a mis, parce qu'il a été opposant du général de Gaulle. Hein. Oui, effectivement. Il a été opposant du général de Gaulle et il est arrivé au pouvoir en 81 en France. Bon, on a l'impression que c'est on vit de baisser les bras chez nous. Oui, celui qu'on surnommait tonton. Alors, on va prendre une autre image. Le couple Nelson Mandela. À l'époque de l'ANC, par exemple. Oui, je crois que je vous ai parlé tout à l'heure de Nelson Mandela, qui est quand même un modèle et tout. Et puis, bon, je crois que avec le temps, pendant qu'il était en prison, Winnie est devenu aussi un modèle pour beaucoup de jeunes Africains, pour ne pas dire peut-être tous les jeunes Africains. Donc, ça fait que c'est quand même le cœur brisé que quelque part, on a dû accepter le divorce entre les deux. Mais je crois qu'en tant qu'Africain, on ne peut que porter Nelson et Winnie Mandela dans son cœur. Oui, effectivement. Winnie a été une combattante quand même assez rude, qui a même fait la prison elle aussi, qui a suivi des sévices sur le corps et entre autres. Mais néanmoins, ça reste justement une belle image, un couple déjà de combattants. On va prendre une autre image. Pelé. Pelé, oui. Bon, je pense que comme tous ceux qui ont aimé le football, je crois que c'est le dieu du football, quoi. C'est le dieu du football. Bon, nous avons aussi des très bons footballeurs chez nous. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas choisi les très bons. Nous avons aussi des très bons footballeurs chez nous. Mais je crois que Pelé, je crois qu'aujourd'hui, il
il mène aussi un combat difficile. Il est malade, cancer. Je crois qu'il mène un combat difficile aussi aujourd'hui. Évidemment, on ne peut que le rendre hommage. Je crois qu'il a beaucoup apporté au football et à tous ceux qui aiment le football. Et on va prendre la dernière photo qui concerne l'actualité mondiale. Vladimir Poutine. C'est l'homme fort, quoi. Non, je pense qu'on ne peut que... Au mouvement réformateur, vous savez, je vous ai dit, nous sommes pour les peuples. Et je crois que le peuple ukrainien en particulier est en train de vivre une situation difficile aujourd'hui. Et puis, vous savez, en aucun cas, il nous faut souhaiter la guerre. Je crois en aucun cas. Je crois qu'il a franchi quand même des limites en allant à la guerre. Il va dire que les autres l'ont poussé à ça, mais c'est en fait c'est lui qui a pris la décision de faire la guerre. Donc de toutes les façons, nous sommes du côté des populations qui sont obligées de fuir les bombardements, de sortir de leur pays, et vraiment nous appelons évidemment au cessez-le-feu. Nous l'avons fait à l'intérieur du pays, donc nous avons à l'intérieur de notre pays, et donc nous avons, je crois, que la légitimité de le faire aussi je crois qu'il faut qu'on arrive rapidement à un accord pour que les bombes s'arrêtent. Je crois que c'est une situation difficile que le peuple ukrainien vit aujourd'hui. Ouais. Alors on a fini avec les images, on va lire un message. Question de stratégie. Quelle est votre stratégie propre pour réussir la transition générationnelle version où votre projet parti dans tout think tank de gouvernance politique dans tous les secteurs? Source doyen Edgar Nanga Doudja. Bon, je n'ai pas très bien compris la question. Moi, il parle beaucoup plus de transition générationnelle. Quel est votre projet? Mais pourquoi on parle de transition générationnelle? Moi, parce que moi, je ne sais pas vraiment à quoi ça renvoie. Parce qu'on peut tout mettre dans ce qu'on appelle transition générationnelle. Il y en a qui mettent... non, je pense que transition, ça va. Nous avons besoin d'une transition dans notre pays. C'est une affaire d'organisation, c'est pas forcément une affaire de personnes pour aller jusqu'à opposer des générations. Je crois que nous avons besoin aujourd'hui d'un autre parti au pouvoir qui prenne effectivement en compte des préoccupations des populations. Quand vous voyez le parti au pouvoir qui est là aujourd'hui, il est totalement silencieux, il est totalement, ça veut dire que par rapport à l'action gouvernementale, on n'a pas l'impression qu'il impacte même un peu l'action gouvernementale. Donc je crois que c'est un parti ou bien un groupe de partis qui doit accéder au pouvoir, ce n'est pas une affaire d'hommes, de génération et tout ça. Voilà. Donc, je crois que c'est ça. Mais nous avons besoin dans notre pays de cette respiration. Elle est importante. Je crois que c'est très important. Et puis je pense qu'il faut que tous nos concitoyens le comprennent, l'intègrent. Nous avons besoin de cette respiration qui va permettre au pays d'aller de l'avant. Parce que là, le pays est bloqué. Et c'est ça la vérité. D'accord. Alors aujourd'hui, on sait quand même que le Cameroun, c'est un pays à une diversité culturelle quand même assez élargie. Aujourd'hui, on parle de tribalisme, de communautarisme. Quel est le regard que vous portez face à ces divisions qui sont quand même courantes même dans les réseaux sociaux? Oui, mais c'est quelque chose de très difficile. C'est pour ça que nous, dès 2006, nous avons proclamé au niveau de notre charte que notre ambition, c'était de créer un grand parti au-delà de tous les clivages. Vous voyez qu'il y a des gens qui prennent des raccourcis aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui prennent des raccourcis, soit qui mettent en avant, qui instrumentalisent les tribus, soit pour conserver des positions de pouvoir, soit pour les conquérir. Et donc c'est une situation très difficile. Nous appelons nos concitoyens, et c'est ce que nous disons dans notre charte quand on dit que nous voulons créer une nouvelle citoyenneté, au-delà des appartenances communautaires, tribales et tout ça comme ça. Donc ça veut dire que il faut que tous nos concitoyens arrivent à dépasser la tribu en l'occurrence. Il faut qu'ils soient des citoyens pleins au-delà de leur tribu. Et que lorsque on se regarde, qu'on puisse effectivement défendre ensemble nos droits.
qu'on puisse ensemble assumer nos responsabilités pour l'État, parce que nous n'avons pas seulement les droits, nous avons aussi des devoirs. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, je n'ai pas... Vraiment, il y a quelque chose qui me peine, c'est de voir parfois des gens qui... vous rencontrez un concitoyen, au lieu de voir un citoyen, de discuter, de voir des problèmes, donc on voit d'abord quelqu'un d'une tribu. Je crois que c'est un peu c'est pénible. Et nous, la vérité, c'est que nous ne pouvons rien faire si on reste dans cet état d'esprit de division. Parce que c'est une division qui ne peut mener qu'à la guerre en réalité, à un affrontement. Donc l'effort que nous faisons, c'est de faire comprendre aux gens que qu'on soit du nord, qu'on soit du sud, qu'on soit de l'ouest, qu'on soit de l'est, quelle que soit sa tribu, on est un citoyen. Et on doit vivre comme citoyen camerounais d'abord. Et partout sur le territoire. Nous nous disons qu'un Camerounais, il est Camerounais partout sur le territoire national. Je crois que c'est que le pouvoir a fait en créant les affaires d'autochtones, allogènes. Vraiment, c'est quelque chose qui a dégradé la situation. Ça veut dire qui a dégradé la cohésion nationale dans le pays. Et vous voyez qu'ils sont suivis par aujourd'hui certains politiques qui théorisent même le communautarisme. Et ça, c'est pas bien. Et ça, c'est pas bien. Il y a une question qui arrive. Quelles sont vos motivations de départ qui ont abouti à la création du présent mouvement politique? Bon, je crois que ça, c'est quelqu'un qui a pris le train en marche. Oui, il a pris le train en marche. C'est quelqu'un qui a pris le train en marche. Oui. Non, écoutez, pour faire en un ou deux mots, je crois que c'est la volonté d'alléger les souffrances de nos concitoyens, effectivement, pour faire simple. Okay? C'est la volonté de construire un pays moderne, comme on a vu ailleurs. Donc c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on décide de sauter de pas et puis de s'engager. Alors, que pensez-vous du code électoral actuel? Bon, je pense que le code électoral actuel est forcément à réformer comme beaucoup de nos textes ou bien institutions. Vous comprenez? Par exemple, je ne comprends pas pourquoi, et c'est le plus simple, hein, pourquoi on ne vote pas à 18 ans, par exemple? Pourquoi on ne vote pas à 18 ans? Mais la majorité au Cameroun, c'est 21 ans quand même. Mais pourquoi c'est 21 ans? On ne met pas les enfants de 16 ans en prison? Mais c'est des mineurs, c'est la loi qui le dit. Non, mais c'est pour ça que vous m'avez posé une question sur le code électoral. C'est une loi aussi, non? Oui, c'est ça, donc il faut changer tout ça. Parce que, en réalité, aujourd'hui, la situation a tellement évolué. À 18 ans, à 16 ans aujourd'hui, vous avez des enfants qui sont en terminale. Vous avez plein d'enfants de 18 ans à l'université. Vous croyez que quelqu'un qui est à l'université, 18 ans, ne doit pas voter? C'est pas normal. Donc, je crois que tout ça, vous savez que ça, c'est des stratégies pour retarder le changement en réalité, parce qu'on la tendance, on pense que généralement les anciens sont conservateurs et que les jeunes ont tendance avec la fougue à changer. Donc, on retarde ça au maximum. Je crois que c'est pas bien. Ok. Bon, et puis il y a beaucoup de choses à changer. Je peux prendre aussi un exemple. Bon, je ne comprends pas quelle est cette histoire où, par exemple, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut que votre parti ait un député ou bien ait un conseiller. Parfois, vous avez un parti qui n'a qu'un seul conseiller, qui n'est pas présent sur le territoire. Parfois même, comme on a vu il y a peut-être 7 ans, quelque chose comme ça, ou un peu plus. On a vu parfois quelqu'un qui d'un parti, il va dans un autre, il devient conseiller et tout ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, ça veut dire que l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et le peuple. Donc, cette barrière, comme elle, ça ne sert à rien. Sauf que parfois, quand vous regardez, par exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire, on dit qu'effectivement, vous deviez avoir un certain nombre ça veut dire que, un certain nombre d'électeurs doivent approuver votre candidature. Là, ça se comprend. Parce que c'est un peu, ça prouve quand même que vous êtes sur le terrain et que vous êtes représenté dans les... Parce que je crois que c'est normal qu'on dise que, bon, pour être candidat à l'élection présidentielle, que vous puissiez, par exemple, avoir, je dis ça comme ça, peut-être 1% des personnes inscrites sur le code, sur les listes électorales dans un nombre précis
de circonscription, bien de région. Bon, un truc comme ça, oui, c'est bon. Mais cette affaire où on pense que, bon, il faut, et puis on est en train de mettre l'argent des gens en disant, bon, je crois que c'est pas, tout ça, c'est pas bien. Donc, il y a un certain nombre de choses, effectivement, qu'il faut revoir. Bon, on peut pas revenir le temps de cet échange sur tout ce qu'il faut changer. Mais je crois que notre code électoral, on doit le voir. En même temps, ce n'est pas ça qui devrait décourager nos concitoyens, parce que d'autres personnes aujourd'hui, quand ils parlent de code électoral, quelqu'un te dit qu'avec le code électoral, là, ça ne peut pas passer, donc du coup, je ne peux même pas m'inscrire et tout ça. Bon, voilà, donc c'est ça. Donc, il ne faut pas que le code électoral soit, soit une barrière. Alors, que ça soit comme l'épouvantail qui empêche aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Alors, M. Samuel Bilon, est-ce que vous faites des campagnes de sensibilisation pour les jeunes pour qu'ils aillent s'inscrire sur les listes électorales aujourd'hui? Bon, voilà une que je suis en train de faire sur votre plateau. Non, je pense que d'abord, chaque fois que nous rencontrons nos militants et nos sympathisants, parce que nous organisons des causeries participatives où il n'y a pas que nos militants, on va... il y a des sympathisants, il y a des populations qui viennent assister à nos réunions, à nos causeries participatifs. Nous demandons aux gens d'aller s'inscrire. Parce que si vous ne vous inscrivez pas, qui va voter? Personne ne va voter. Oh, c'est un acte de citoyenneté, il faut voter. Oui. Il faut voter. Il faut que les gens se disent que non, ça ne doit pas se faire sans moi. On ne doit pas choisir votre... Vous êtes dans une circonscription, on ne doit pas choisir votre maire. On ne doit pas choisir les conseillers municipaux sans vous. On ne doit pas choisir votre député sans vous. On ne doit pas choisir votre président sans vous. Alors, on fait des formations quand même pour apprendre à la jeunesse à pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Parce que là, on parle du principe de citoyenneté qui aujourd'hui, quelque part, n'est pas très connu. Certes, les jeunes s'intéressent à la vie politique, à la chose politique, mais aujourd'hui, on ne voit peut-être pas l'importance d'aller s'inscrire. On a eu le cas, par exemple, ceux qui se font appeler de la basse, qui ne sont inscrits sur aucune liste électorale, mais qui sont toujours en train de faire des revendications, des fois des casses. C'est vrai qu'ils peuvent avoir de bonnes revendications, mais aujourd'hui, on se rend compte que certains Camerounais ne s'inscrivent pas sur les listes, mais sont les premiers à revendiquer. Bon, d'abord, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes revendications pour aller faire des casses. Oui, parce que moi, je ne suis pas pour les... Nous ne sommes pas pour les casses. Nous sommes pour les revendications. Je crois qu'on peut... Vous savez, si vous avez entendu parler de quelqu'un comme Gandhi... Mahatma Gandhi. Oui, donc je crois que là, on peut la non-violence, c'est quelque chose. Hein? Donc il y a des armes non-violentes. Je veux dire qu'il y a des outils qu'on peut utiliser. Oui. Donc ça ne sert à rien d'aller casser, parce que quand vous cassez, on rentre un peu en arrière. Mais je pense que le droit de grève, comme je l'ai dit, il est inscrit dans notre constitution, et quand quelque chose ne va pas, si vous voulez manifester, vous manifestez, vous encadrez votre manifestation, vous n'avez pas besoin de casser. Voilà, donc je crois que avoir des autorisations aussi. Voilà, donc c'est ça. Oui, il n'y a pas de souci. Donc c'est la loi, vous essayez. Et c'est peut-être l'occasion aussi de dire aux autorités, à l'administration, je pense que de plus en plus les gens, certaines personnes comprennent. Donc, il ne faut pas, si les gens veulent marcher, vous les laissez marcher, vous encadrez la manifestation. Et si ils font des dégâts, bon, ils sont responsables. Celui qui a organisé la manifestation, il est responsable. Donc il ne faut pas juger les gens a priori. Laissez les gens marcher. S'ils veulent marcher, vous encadrez la manifestation. Eux-mêmes, ils sont responsables de ce qui va arriver. OK? S'il y a des dégâts, bon, là, on les juge. Mais vous ne pouvez pas systématiquement dire que les gens ne peuvent pas marcher ou que les gens ne peuvent pas gréver, c'est pas normal. Donc, il faut laisser les gens s'exprimer. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant que la démocratie, c'est pas seulement l'élection. C'est pas seulement Donc, je crois que la citoyenneté, c'est quelque chose. Je crois qu'il faut apprendre à être un bon citoyen. Il faut à participer à la vie de son pays. Mais la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que ceux qui sont censés le faire, parce qu'en fait, vous savez, les citoyens regardent aussi ce qui se passe, notamment au sein du pouvoir. Donc ceux qui sont censés, ceux qui sont censés être faire acte d'exemplarité, en fait, ne le font pas.
Bon, quand on vous dit que vous avez quelqu'un, il est ministre, au lieu de travailler, il prend l'argent, il met dans les sacs banjok, il l'amène chez lui, il fait des choses. On vous dit que quelqu'un est directeur général, il prend l'argent, il met dans... Donc, qu'est-ce que vous voulez que... Quand vous n'avez pas... la formation, c'est aussi à l'exemple. C'est aussi à l'exemple. Si vous avez des enfants et que vous êtes toujours en train de faire des gaffes, la tendance, c'est qu'on vous suive. Donc, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que dans la nation, c'est difficile de trouver des modèles. La jeunesse n'a pas de référent aujourd'hui. C'est ça la difficulté. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens déjà de bien se comporter. Si vous êtes représentant de l'État quelque part, vous devez être exemplaire. Parce que vous avez les yeux braqués sur vous. Vous avez les yeux braqués pour vous. Malheureusement, vous voyez les gens qui boivent les trucs partout pendant que... Alors, nous allons prendre ce message. Entre le modèle démocratique occidental et le modèle consensuel africano-africain, d'une part, et d'autre part, le régime monarchique, selon vous, qu'est-ce qui correspond pour l'Afrique? Bon, je pense qu'on doit arriver à... Nous devons avoir la force de définir nous-mêmes notre modèle. Vous comprenez? Et ne pas suivre systématiquement, tel ou tel modèle. Bon, évidemment, nous sommes pour la démocratie. Ça veut dire, quand on dit démocratie, c'est peut-être un gros mot. C'est un peu l'arbre à palabre, comme on disait en Afrique. Ça veut dire que c'est la concertation. Il faut créer les cadres permanents de concertation entre ceux qui dirigent et les populations. Je crois que c'est ça. Donc, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas sorcier. Il faut que les citoyens se sentent impliqués. C'est ça. Moi, je crois que c'est ça qui est à la base de la démocratie. Que les citoyens se sentent impliqués. Bon, donc les régimes autoritaires, totalitaires et tout ça comme ça. Bon, je pense que il y a des gens qui veulent ramener le monde à rien. Vous avez une guerre au cœur de l'Europe là aujourd'hui. C'est pas bien. Effectivement. C'est pas bien. Je crois que c'est un recul. Vous croyez qu'on doit massacrer, bombarder et tout ça? C'est ce que nous disons là. Quand nous disons, si vous nous suivez, chaque jour nous disons que ce qui se passe dans la zone anglophone là n'est pas normal. On ne peut pas avoir une crise qui part de rien quand même, parce que on parle des revendications des enseignants et des avocats. Après, il y a quand même des accusations graves de répression. Pourquoi on n'a pas mené des enquêtes pour voir exactement ce qui s'est passé? Vous avez quand même un député de la nation, l'honorable Biva, qui, à l'Assemblée nationale, a fait un discours, elle a porté des accusations graves. Pourquoi au sein de l'Assemblée, on n'a pas créé une commission d'enquête pour savoir ce qui se passait là-bas? On aurait éteint ce feu. Pourquoi il n'y a pas eu de procureur pour mener des enquêtes, pour voir ce qui s'est passé là-bas? On aurait éteint ce feu. Donc, quand les institutions ne fonctionnent pas, bon, on arrive à ce genre de situation. Donc, il faut que les institutions fonctionnent normalement et qu'il y ait un dialogue permanent entre les populations et ceux qui dirigent. Ouais, c'est ça. Donc, on n'a pas besoin de... Ça sert à quoi de brimer, de tyranniser, tout ça, ça ne sert à rien. Oui, on sait qu'actuellement, il y a les enseignants qui font des revendications avec une grève qui se passe au Cameroun. On a eu une sortie du gouvernement hier. Que pensez-vous justement des résolutions prises par le gouvernement? Bon, d'abord, je pense que c'est pas... Je ne veux pas faire dans la récupération politique, mais je pense que c'est... Normalement, c'est une question qui doit être posée aux enseignants, qui, je pense, ont aussi répondu. Qui ont aussi répondu parce que je crois que ce qui se passe là est quand même dramatique. Et ça montre que nous avons un État qui n'est pas moderne. Parce que vous avez un État qui ne peut pas prendre en charge les enseignants et de façon générale les fonctionnaires. Ça veut dire que c'est un État qui n'est pas moderne. C'est un État qui n'est pas moderne. Donc moi, nous avons demandé, pour faire simple, nous avons demandé au gouvernement de discuter avec les leaders de ce mouvement, parce que là, je ne sais même pas si le gouvernement aujourd'hui est en discussion avec les leaders de ce mouvement, ou bien le gouvernement a choisi des interlocuteurs.
Je n'ai pas très bien suivi, mais il faut que le gouvernement discute avec les leaders du mouvement qu'on appelle, si c'est OTS ou bien Crémor. Le gouvernement doit discuter avec eux, discuter sereinement et trouver des solutions. Bon, je vois que le gouvernement a annoncé quand même un certain nombre de mesures, notamment aussi bien sur le plan financier que sur le plan de la carrière et tout ça des enseignants. Je pense que sur le plan des mesures financières, le gouvernement on doit faire des sacrifices parce qu'il ne faut pas que l'année scolaire se termine très mal. Hein? Donc je pense qu'on peut effectivement prendre immédiatement en charge, il faut qu'on fasse des sacrifices, on prenne immédiatement en charge ce que le gouvernement a annoncé sur le plan financier. Vous savez que quand on connaît dans notre pays, et c'est ça, quand je parlais de problème de confiance, c'est ça aujourd'hui. Parce qu'on sait aujourd'hui dans notre pays, quand on dit aux gens qu'on va échelonner, quand on dit aux gens qu'on va faire progressivement, comme il n'y a pas de confiance, les gens ne font pas confiance. Les gens ne font pas confiance, donc c'est de ça qu'il est question. Donc, on a dit aux gens que la Constitution va se mettre en place progressivement. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est jamais fini. On parle de la Constitution de 1996. Voilà. Ouais. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue franc et que le gouvernement réponde sereinement aux préoccupations légitimes des enseignants. Il n'y a rien à dire, c'est un mouvement qui est légitime. Vous savez, qu'est-ce que les enseignants demandent? Moi, j'ai vu dans un document je crois, du gouvernement, parce qu'on a aujourd'hui tout dans les réseaux sociaux, je vois que parmi les engagements, on parle des arriérés de paiement, des arriérés de paiement des frais de correction. C'est combien? Les copies, oui, les examens et tout ça comme ça, c'est combien? 20 000 francs par enseignant à peu près. Et les gens doivent. Oui, mais est-ce que les enseignants doivent attendre 2 ans pour avoir. Est-ce qu'un enseignant doit attendre 2 ans pour avoir 20 000 francs? Ici, dans les administrations, là, il y a des gens qui font des réunions, il se fait par réunion, il a 100 000 francs, il a 150 000 francs, comme ça. Les enseignants doivent attendre 2 ans pour avoir 20 000 francs de primes de correction aux examens. Ce n'est pas normal. Alors, avant de sortir de l'émission, on va vous poser une dernière question. On sait que vous êtes Camerounais, vous parlez beaucoup du label Cameroun. Qu'avez-vous prévu dans le mouvement réformiste parlant du Made in Cameroun, valoriser les produits localement? Bon, écoutez, moi, je vous ai dit par exemple, j'ai parlé par exemple des chantiers que nous faisons avec des entreprises étrangères essentiellement. Je vous ai parlé de la... Ça veut dire qu'on est toujours, dès qu'on a un petit projet là, on va à l'extérieur chercher l'argent. Donc je pense qu'effectivement, nous avons tout pour faire, sur le plan de la production, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans l'industrie, je crois que nous avons tout pour travailler aujourd'hui. Okay? Nous avons tout pour travailler aujourd'hui. Et donc, avant, il y avait le slogan consommer camerounais. Je ne sais pas ce qu'on va consommer encore aujourd'hui camerounais, puisqu'on ne fabrique rien, on ne fait pas d'effort de fabriquer quelque chose. Peut-être nos tomates, nos fruits et tout ça. Donc, on a complètement laissé le champ de l'industrialisation du pays. Ouais. Voilà, je crois que c'est ça. Mais je crois qu'il faut revenir à ça et faire en sorte qu'effectivement les Camerounais puissent avoir des produits qui sortent des industries ici au Cameroun. Alors nous arrivons au terme de cette édition. Avant de partir quand même, nous avons une petite tradition. On ne sait pas de quelle région. Vous venez de quelle région déjà? Du littoral. Du littoral. Oui. Alors, il va vous falloir dire quelques mots en votre langue maternelle. Mais ça, je ne savais pas ça, que je devais faire voilà, ça. c'est la surprise. Hein? Voilà, qu'est-ce que Moi, vous pourrez vous n'avez pas fait ça avec tous vos invités? À tous les invités, c'est la tradition. Avant de partir, soit paternelle, maternelle, quelle est la langue qui vous sied le plus, le mieux? Non, moi, je n'ai pas de problème. Je suis Bassade. Je suis Bassade, il n'y a pas de problème. Dites un mot alors. Non, Koro Alam, ça va. Ouais, que vous avez honte un peu. Alors, avant de partir, dites-nous quels sont vos projets au mouvement réformateur? Écoutez, là, pour cette année, nous voulons quand même finaliser l'implantation territoriale. Je vous ai dit, nous étions aujourd'hui à peu près entre 30 et 35 comités déjà installés. Nous voulons faire le plein au niveau, ne serait-ce qu'au niveau départemental cette année. Et je crois que ça, c'est notre projet à l'immédiat et nous attendons effectivement que
nos concitoyens viennent nous soutenir pour qu'on arrive à cela. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas un parti, vous avez un parti qui n'est pas implanté sur l'ensemble du territoire, il n'y a aucune chance qu'il puisse l'emporter. Voilà, donc je crois que c'est ça qui est la question. Donc ça, c'est à l'immédiat, c'est un projet. Après, comme nous l'avons dit, à partir de l'année prochaine, on va effectivement voir comment est-ce que nous allons nous projeter, évidemment, sur les prochaines échéances, parce que il va sans là, dire... on parle de 2025, là. Oui, 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 il va sans dire que, aussi bien pour les élections locales que pour l'élection présidentielle, il faudra que le parti soit présent. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et on vous souhaite bonne chance déjà pour vos projets et puis notamment peut-être votre accession à la magistrature suprême. Hein. Ah, merci infiniment. Vous savez, Dieu, c'est la femme, c'est Dieu. Donc si vous le dites, c'est bon. Merci. Okay. Merci de nous avoir suivis. On a reçu cet homme politique quand même qui est assez extraverti, qui nous a parlé de son parcours, qui a parlé de politique, qui a proposé quelques solutions, notamment pour la bonne gouvernance et la gestion du Cameroun. Merci d'être là toujours avec nous sur Info Télévision. On dit merci à Ben Valls, on dit merci à la supervision générale de Geneven. Portez-vous bien et surtout on se dit à vendredi prochain et surtout soyez sages.